Les députés issus des élections législatives du 29 mai dernier ont effectué leur rentrée parlementaire ce mardi. Cette rentrée pour le compte de la 7e législature est présidée par le député Aimé Tchabouré Gogué, doyen d'âge. Les nouveaux députés inaugurent ainsi la 5e République togolaise. Aussi, il faut rappeler que la nouvelle Assemblée est très largement dominée par le parti au pouvoir UNIR qui occupe 95% des sièges, soit 118 sur 113. Les 5 restants se partagent entre l'ANC, la DMP, l'ADI et le FDR. L'événement le plus remarquable au cours de cette rentrée inaugurale est l'absence de 2 figures majeures, à savoir Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, et Paul Dodia Pévon des Forces démocratiques pour la République FDR. Toutefois, cette première rencontre a permis aux élus présents à l'hémicycle ce mardi de mettre en place une commission chargée de faire des propositions d'amendement du règlement intérieur de l'institution. La commission est composée de 19 membres, dont 16 issus du parti UNIR et 3 de l'opposition. Dans les rues de Lomé et d'autres centres urbains du Togo, un phénomène récurrent, devenu une scène courante, la mendicité, qui suscite à la fois compassion et inquiétude. La prolifération de la mendicité n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Pour répondre à cette préoccupation croissante, la mairie du Golfe 1 a récemment annoncé une nouvelle mesure visant à interdire la mendicité aux intersections et aux feux tricolores de la commune. Joseph Gomado, maire de la commune, a précisé que toute personne surprise en train de mendier, en particulier les enfants, sera désormais interpellée et confiée aux autorités judiciaires. Cette décision vise à renforcer la sécurité routière et à garantir la protection des citoyens. La présence de mendiants au carrefour pose plusieurs problèmes. Les enfants, souvent non accompagnés, sont exposés au danger de la circulation et les mendiants créent des embouteillages et perturbent le trafic. Ce phénomène engendre également des sentiments d'insécurité parmi les habitants et les usagers. Cette pratique présente non seulement un risque pour la sécurité des enfants et des conducteurs, mais constitue également un problème social croissant. La présence de mineurs, tant togolais qu'étrangers, sollicitant de l'argent auprès des automobilistes, est devenue une préoccupation majeure. Cependant, des questions subsistent. Que deviendront ces personnes qui dépendent de la mendicité pour survivre? Quelles mesures d'accompagnement suivront cette décision? Des initiatives de réinsertion seront-elles prises pour ces enfants et adultes? Il reste à voir comment cette mesure sera mise en œuvre et si elle sera adoptée par d'autres communes pour endiguer ce phénomène en constante augmentation. Le phosphate est l'une des principales sources de revenus miniers du Togo, mais pour les riverains de l'usine de traitement comme pour ceux des carrières d'extraction, les pratiques constituent un danger. En effet, le dimanche dernier, dans le canton de Dagbati, dans la préfecture de Vaud, 3 jeunes garçons de la localité ont trouvé la mort par noyade dans les étangs d'eau causés par les extractions de phosphate à Sélédimé. Il s'agit des fosses malheureusement non remblayées qui recueillent des eaux de pluie dans lesquelles les gens vont soit nager ou pêcher. Rappelons que depuis plusieurs années, la préfecture de Vaud où sont extraits des phosphates enregistre des décès tragiques dans les mêmes circonstances. Avec les derniers événements du dimanche, des associations de défense des droits de l'homme s'indignent et interpellent une fois encore le gouvernement à agir pour le remblai de ces surfaces exploitées. Ces 3 jeunes garçons décédés dans ce lac artificiel sont tous des élèves, 2 en classe de 4e et 1 en classe de 3e. En 2020, dans le canton d'Akoumapé, 4 élèves, dont une fille, étaient également morts par noyade dans un étang d'eau abandonné après l'extraction de phosphate. C'était le soulagement ce lundi à la sortie du tribunal de Bamako. Le parti Sadi de l'opposant Oumar Mariko ne sera pas dissous. Les juges ont rejeté la procédure judiciaire lancée par le gouvernement de transition avec pour motif atteinte au crédit des institutions.
Incontestablement, c'est une victoire de la démocratie et des libertés publiques au Mali. Vous savez très bien que ces libertés-là sont menacées depuis quelque temps. Sadi est un parti politique. Il lui arrive de ne pas être d'accord avec les positions officielles. Mais de là à solliciter sa dissolution, alors que manifestement, comme nous l'avions soutenu lors de la procédure, Sadi n'avait strictement rien commis de répréhensible. Pour les cadres du parti, les motifs de la plainte n'étaient pas fondés. Certainement, le gouvernement n'a pas trouvé que nous sommes suffisamment collaboratifs. Nous n'avons jamais porté atteinte à la souveraineté de l'État ni aux règles vraiment qui régissent les partis en République du Mali. Les vives critiques du chef du parti, Oumar Mariko, avaient motivé cette procédure. Celui-ci est en exil à l'étranger et ne retient pas ses coups. En novembre dernier, il a qualifié de crimes de guerre les exactions attribuées à l'armée malienne et que celle-ci dément. Les partis politiques ne sont pas interdits au Mali, mais depuis le mois dernier, leurs activités sont suspendues sur décision des autorités. Regardez les maisons, voyez-vous, les maisons à ciel ouvert. Regardez comment les femmes dorment ici. Il y a 3 mois, notre équipe avait visité le quartier Koronti, au centre de Conakry. Murs effondrés ou lézardés, toits arrachés, fils électriques qui pendent. Koronti n'a plus rien d'une zone d'habitation depuis le 18 décembre dernier, quand l'explosion d'un réservoir d'hydrocarbures voisin a tout soufflé. Vous avez vu la maison? Et les femmes cuisinent ici encore. Voyez les fils. Regardez. Voyez-vous les dangers? À chaque moment, vous entendez les enfants crier. Parfois, c'est le courant qui les touche brusquement. Regardez. Les gens sont impatients. Ils veulent savoir qu'est-ce que l'État propose, qu'est-ce que l'État a pour nous comme solution de reconstruction ou de relogement. Parce que pour nous, la priorité, c'est de reconstruire nos maisons et nous permettre d'y vivre. Les gens de Koronti ne veulent pas quitter leur quartier, même si l'arrivée de la saison des pluies a rajouté à leur malheur, comme ils en témoignent sur les réseaux sociaux. Et leur jeune porte-parole, professeur de philosophie, s'est attiré des ennuis. Ce mardi 14 mai, la police a mené une opération au sein de son école pour l'arrêter, lançant des lacrymogènes et créant la panique parmi les élèves. Résultat, c'est dans une ambiance tendue qu'il s'est retrouvé au tribunal de Kaloum 2 jours après, jugé pour outrage, injure, incitation à la violence. C'est pour montrer qu'il n'est pas tout seul, il est avec tout le monde. Tous ceux qui sont à Kaloum, qui connaissent l'affaire de Koronti, on est ensemble. C'est pourquoi tout le monde est venu ici, femmes et hommes, enfants et vieux. Tout le monde est là. Nous sommes très solidaires à notre collègue. Nous avons été gazés, plus d'une centaine de gaz sont tombés dans la cour de l'école. C'est ce qui nous a choqués. L'école, c'est comme l'église. On ne doit pas offenser. Nous avons été attaqués. Finalement, Mamadou Sifo Kétouré a été condamné à une peine avec sursis et il a pu quitter libre le tribunal. C'est un plaisir de retrouver la famille, c'est-à-dire les sinistrés de Koronti, et qui vivent dans des conditions précaires jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Vous savez, ce que nous poursuivons, c'est au-delà de ma personne. C'est une cause de toute une population. Il y a des sinistrés qui sont là. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas dormir. Même là où je vais comme ça, c'est pour encore dormir sous la pluie. Ovationné par tout le quartier, Mamadou Sifo Kétouré va poursuivre son combat. Le FMI vient d'accorder un prêt pour faire face aux conséquences de l'explosion. Le temps presse. Les autorités guinéennes n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Les politiques économiques du Nigeria auront un effet positif à long terme. C'est du moins ce qu'ont affirmé les banquiers nigérians lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 75e anniversaire de la United Bank of Africa. Le gouvernement fédéral du Nigeria a récemment supprimé les subventions sur le carburant après avoir décidé plutôt le flottement du Naira, la monnaie nationale. Ces mesures ont pourtant accentué l'inflation dans le pays. Le gouvernement nigérian a pris des décisions très positives, notamment en ce qui concerne la suppression des subventions, l'harmonisation et la liberté des taux.
Ces décisions sont très positives pour l'économie. Bien sûr, il y a des problèmes à court terme, mais je peux vous dire que les heures supplémentaires disparaîtront et que l'économie se portera mieux. Mais si ces décisions ne sont pas prises, cela aura des conséquences plus graves pour le pays. Les données du Bureau national de statistique ont montré que la contribution du secteur des services financiers du Nigeria au produit intérieur brut a augmenté de 26,5% en 2023 par rapport aux chiffres de 2022. Ces experts bancaires estiment que malgré la situation économique actuelle, le secteur est bien positionné pour résister à certains chocs. Le marché nigérian des services bancaires aux consommateurs est très résistant. Malgré tous les vents contraires, il a continué à croître, même si le pouvoir d'achat est un peu faible, mais il a résisté au cours des dernières années. Pour nous, notre contrôle dans ce domaine est donc d'être en mesure de fournir des solutions bancaires uniques au marché des services bancaires aux consommateurs, mais aussi de renforcer les capacités financières et d'améliorer le pouvoir d'achat. Le Nigeria est confronté à une crise économique sans précédent depuis 3 décennies, alors que la Banque centrale du Nigeria annonce des mesures nécessaires pour rétablir la santé fiscale. L'UBA, considéré comme l'un des piliers du commerce au Nigeria et sur le continent, maintient sa politique de soutien aux petites et moyennes entreprises avec un rôle crucial pour la croissance économique et la création d'emplois, même en cette période difficile. Action coup de poing aux abords de Kinshasa ce lundi. Sur ces images diffusées sur la télévision nationale congolaise, les forces de l'ordre mènent une perquisition au domicile de Christian Malanga, le cerveau présumé du coup d'État déjoué la veille dans le quartier de la Gombe. Sous le regard de plusieurs membres de la famille, les moindres recoins sont fouillés. Des équipements militaires ont été saisis. Ces dernières 24 heures, la stupeur et l'incompréhension se sont emparés de la capitale congolaise. La presse et de nombreux acteurs de la vie publique s'interrogent sur les intentions des assaillants. Pour ce député de la majorité présidentielle, l'action de Christian Malanga ne fait aucun sens. Nous sommes dans une république. La voie par excellence d'accession au pouvoir, c'est passer par la voie électorale. Il fallait suivre, on venait d'avoir les élections. Il fallait qu'il se présente, avoir peut-être la confiance du peuple congolais, ça aiderait. Mais nous ramener à la case de départ de ces aventures de coup d'État, c'est révolu. L'opposition, elle, pointe du doigt les défaillances des services de renseignement lors de l'assaut et estime que les déclarations des autorités sur ce coup d'État manqué ne sont pas cohérentes. Nous ne croyons pas à la version présentée par le pouvoir, puisque cette version présentée par le pouvoir est remplie de faiblesses. Comment peut-on faire un coup d'État? En entrant au palais de la nation, ils se font des selfies, ils se filment, ils font des discours, ils ne s'attaquent pas aux effigies du président de la République, ils ne cassent rien. Ils ne détruisent rien au palais de la nation jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. L'opposition réclame une enquête internationale pour faire toute la lumière sur cette tentative de coup d'État et notamment sur l'implication de plusieurs ressortissants étrangers. Selon le porte-parole de l'armée de la RDC, 4 hommes ont été tués et environ 40 autres, dont 2 Américains et un Congolais naturalisé britannique, ont été arrêtés dans la matinée de dimanche. Première fois qu'un élu d'un pays démocratique risque un mandat d'arrêt de la justice internationale. Alors, que reproche exactement la Cour à Benyamin Netanyahou? La Cour pénale internationale dit avoir examiné la conduite par Israël de sa guerre à Gaza depuis 7 mois. Elle aurait collecté des preuves et le procureur général affirme que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis. Ces crimes comprennent la privation de nourriture comme méthode de guerre, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ou des traitements cruels,
l'homicide volontaire ou le meurtre. La Cour accuse aussi le Hamas de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle demande des mandats d'arrêt pour 3 de ses dirigeants. Pour les Israéliens de la rue, y compris opposés à Benyamin Netanyahou, ce dos à dos est impensable. Ils ont perdu la tête à La Haye en mettant sur le même pied Bibi, notre ministre de la Défense, et ces terroristes. Ils se moquent de nous. Que risque Benyamin Netanyahou ? Si ces 3 juges de la Cour pénale internationale émettent le mandat d'arrêt, alors le dirigeant israélien pourrait être arrêté s'il voyageait dans l'un des 123 pays qui reconnaissent la CPI. Il deviendrait un paria et risquerait un procès international. Hier, il a réagi. Je rejette avec dégoût la comparaison de la Cour pénale entre Israël, pays démocratique, et les meurtriers de masse du Hamas. C'est une distorsion de la réalité. Ce matin, que dit la France ? Dans un communiqué, Paris dit soutenir la Cour pénale et affirme qu'elle alerte Israël depuis plusieurs mois. Les États-Unis, qui comme l'État hébreu ne reconnaissent pas la CPI, ont jugé scandaleuse la décision du procureur hier.